T'avais 13 ans au moment des faits, le mec, il était majeur. Comment tu peux classer ça sans suite? C'est mes parents qui m'ont dit, Miel, ce que t'as vécu, c'est du harcèlement, c'est une agression sexuelle, c'est un viol, c'est ci, c'est ça. Je me rendais pas compte, en fait, que ce qu'ils faisaient, c'était extrêmement grave. Et j'étais vraiment la victime. Et c'est super difficile. T'as 13 ans, tu te retrouves là-dedans. Mais heureusement que j'avais mes parents avec moi. Les gens qui n'ont pas tout ce soutien autour d'eux, mais ils craquent. Miel a 17 ans. Elle est créatrice de contenu et entrepreneur. Elle nous apporte ici son témoignage. Elle nous explique comment elle a réussi à s'en sortir, mais surtout les pistes qu'elle a mis en place grâce à son application Link pour aider les victimes d'harcèlement. C'était vraiment important pour nous de vous apporter son témoignage sur un sujet qui est parfois beaucoup trop tabou. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez déjà vécu en commentaire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que toi tu as grandi trop vite? Ouais, j'ai grandi trop vite. Je le sais, quand on regarde... Après, je dirais pas que j'ai grandi trop vite, je dirais que d'une façon, on m'a fait grandir trop vite. Parce que quand on vit des choses, on va dire compliquées, quand on a 12, 13 ans, des choses que je ne souhaite à personne, mais qui, en général, arrivent quand on est un peu plus grand. Des choses compliquées auxquelles on est face, mais quand ça t'arrive à 12, 13 ans, c'est sûr qu'en fait, tu rentres directement dans un schéma où tu vas grandir super vite. Et même aujourd'hui, je suis déjà dans le monde professionnel. Donc c'est vrai que tout va très très vite. Tu as commencé en tout cas à l'évoquer en disant que tu as vécu des choses qui t'ont fait grandir plus vite, et notamment à 12 ans où tu l'as déjà expliqué, mais un garçon te demande des photos intimes en l'occurrence. À 12 ans, un garçon de ma classe commencera à s'intéresser à moi et à me demander quotidiennement des photos intimes. Naïvement, j'accepterai sans mesurer les conséquences possibles. Il les partagera dans tout mon collège quelques mois plus tard. Mais ça, je le savais pas encore. Est-ce que avant ça, t'avais déjà été confrontée à la notion même de sexualité? Est-ce que c'est des choses dont on t'avait parlé, que ce soit tes parents ou que sais-je, des corps enseignants? Alors, avant mes 12 ans, mes 12 ans, j'avoue que j'avais pas été tant que ça confrontée au sujet de la sexualité. Après, évidemment, à 12 ans, en réalité, on connaît tous, maintenant les enfants, ils sont déjà sur les sites porno à 9-10 ans. Donc c'est sûr qu'on en a déjà entendu parler, mais c'était pas un sujet auquel j'étais vraiment confrontée plus jeune du tout. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est longuement débattu sur les cours d'éducation à la sexualité à l'école, notamment à l'âge auquel on devrait mettre ce genre de choses en place. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Pour moi, quand on a moins de 13, même 14 ans, on est très naïf. Et surtout, par exemple, comme je l'ai déjà évoqué plein de fois, mais j'ai subi du revenge porn. Et c'est garçons ou c'est filles. Après, généralement, je trouve que c'est plus des garçons, mais ça peut être les deux. Ils vont en fait vraiment s'attaquer à une cible précise. Ils vont prendre quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis, quelqu'un qui n'arrive pas, on va dire, à imposer ses opinions ou son avis. Et c'est pour ça justement qu'ils vont aller sur ces personnes, parce que c'est des cibles faciles tout simplement. Et je pense que c'est essentiel d'éduquer les jeunes, même pour moi, à 11 ans. À 11 ans, on se rend pas compte, mais en fait, on est déjà confronté à ce genre de sujet. Alors peut-être pas de façon intense, mais on en a tous déjà entendu parler. Et je sais que moi, quand j'étais au collège, alors ça c'était plus quand j'avais du coup 12-13 ans, c'était en troisième, ou non, en quatrième, ouais non, troisième, en troisième. J'étais dans une école américaine à Paris. Et on avait un cours un peu de bien-être, un peu où on parlait de tous les sujets. On faisait des boîtes à questions où justement on pouvait poser nos questions anonymement sur un papier et les professeurs y répondaient. Donc en fait, on pouvait parler de sexualité, on pouvait parler de drogue, enfin de tous les sujets qu'on voulait aborder. Et ça, c'était bien parce que ça ouvrait la parole d'une façon sans qu'on se sente jugé, parce que c'était pas en soi nous qui posait la question en levant la main devant toute la classe. Donc là, c'est sûr que c'est un peu gênant, ça bloque beaucoup de personnes. Donc j'ai trouvé que ça, c'était vraiment un truc utile. Les photos qui avaient été partagées sans ton consentement, comment est-ce que tu as découvert et ça a été quoi ta première réaction? Alors, faut savoir que les photos, déjà, elles ont été demandées quand j'avais 12 ans, donc avant mes 13 ans. Et à ce moment-là, j'étais en quatrième, c'était pendant le premier confinement. Et elles ont été partagées quand j'étais en troisième, donc après l'été. Et c'est vrai qu'il s'était passé aussi des choses avec une autre histoire pendant l'été avec un autre garçon. À 13 ans, le fils majeur des amis de mes parents me proposera d'être secrètement en couple. Chaque jour, il me demandera des faveurs sexuelles que je ne pouvais refuser, car comme il disait, c'est comme ça l'amour. Il faut faire plaisir, même si on n'en a pas envie. Et en fait, à la rentrée scolaire, honnêtement, j'ai plus énormément de souvenirs d'exactement comment ça s'est passé,
Mais j'ai commencé à recevoir en fait les photos dans mes DM de comptes anonymes. J'ai commencé à apprendre qu'en fait ils en parlaient, les gens, tout le monde était au courant en fait, avant même que je sache que ils avaient vu les photos, tout le monde était déjà au courant. À ce moment-là, j'ai pas pris conscience en fait de la gravité de ce qui était en train de se passer parce que j'avais toujours 13 ans. C'était la première fois qu'en en soi je me faisais intégrer dans l'école, alors même si c'était pour des raisons qui étaient très négatives, mais à 13 ans, j'étais très naïve, très innocente, on va dire, et je me rendais pas compte en fait que ce qu'ils faisaient c'était extrêmement grave. Donc au début, j'étais pas nécessairement dans une approche où je me disais ah ouais, c'est chaud ce qui se passe, faut que je demande de l'aide ou quoi que ce soit. Non, j'étais vraiment une victime. Honnêtement, j'étais vraiment la victime. C'était la question que je voulais te poser parce que je sais que on avait fait une émission notamment sur le harcèlement scolaire. Non, je suis pas une victime. Tu vas expliquer pourquoi t'es pas une victime? Ouais, le mot il est trop fort. Le mot il est beaucoup trop fort. À l'époque, je réalisais pas le fait d'être une victime. Alors aujourd'hui, devoir admettre que je l'ai été, c'est pas possible. Les gens avaient du mal à se dire victime parce qu'ils voyaient le terme comme étant particulièrement péjoratif. Est-ce que apposer le mot victime, ça a de l'importance dans la conscientisation de ce qui nous arrive? Je pense que c'est important de définir les victimes et les coupables parce que c'est pas notre faute. En fait, quand on vit des choses comme ça, ok, peut-être que c'est moi qui ai envoyé les photos, peut-être que c'est moi qui ai fait ci, mais lui, il a pas le droit de faire ça. C'est lui le coupable dans l'histoire. C'est pas moi, c'est pas les victimes, c'est pas nous. Et c'est vrai qu'on a du mal à mettre des mots et des termes en fait sur ce qu'on a vécu et exactement ce que c'est. Je sais que moi, ça m'a pris du temps à dire que j'ai vécu du harcèlement, même si en soi, quand on regarde, c'était clairement du harcèlement, avec tout ce qui se passait, ça en était clairement, mais ça m'a pris du temps d'admettre et de poser les mots sur ce que j'avais vécu, parce que je pense que quand on est jeune, on se rend pas vraiment compte de l'impact que ça a sur nous. Et moi, je l'ai compris quand je passais à l'acte et que ça a commencé à vriller complètement, quoi. Avant ça, je me sentais mal et ça me faisait énormément de mal, mais j'étais dans un déni complet, je pense. Et quand est-ce que tu as réalisé du coup que ce que tu avais vécu, c'était pas normal en fait? Quand j'ai fini sur un lit d'hôpital, parce que c'est pas moi qui ai mis les mots sur ce que j'ai vécu. C'était mes parents. C'est mes parents qui m'ont dit, Miel, ce que t'as vécu, c'est du harcèlement, c'est une agression sexuelle, c'est un viol, c'est ci, c'est ça. Et en fait, quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est plus facile de l'accepter, je pense, car quand ça vient de nous, on a tendance à se dire peut-être que j'exagère, que j'en fais trop, que c'est ma faute, nanana. Mais quand t'expliques vraiment toute l'histoire et qu'on te dit que c'est pas de ta faute et qu'on reconnaît que c'est pas toi la coupable, tu sors un peu de ce déni, je pense. Je sais que tu as eu plusieurs tentatives de suicide. J'ai pas envie forcément que tu reviennes là-dessus parce que c'est des moments qui sont, je pense, difficiles. Mais c'est plutôt, en tout cas à ta première que tes parents ont appris ce qui t'était arrivé. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là pour que tu oses enfin leur dire ou leur parler de ce qui t'était arrivé? Alors, mes parents, à ce moment-là, avant que, du coup, je fasse une tentative, ils étaient pas... On a jamais eu une mauvaise relation. On n'a jamais été en mauvais termes avec mes parents, quoi que ce soit. Mais on n'avait pas cette relation de confiance où je savais que je pouvais leur parler de tout. Où j'osais pas, en fait. Parce que j'avais peur de leur réaction. Et quand tu finis sur un lit d'hôpital, après une tentative... c'est sûr qu'ils sont obligés un peu d'être à l'écoute, ils ont pas le choix. Ils ont vraiment pas le choix, en réalité. Enfin, en tout cas, les miens, ils ont décidé de pas avoir le choix. Donc, tu sais que t'es à l'hôpital, tu sais que là, ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'écouter, ça y est, ils sont là pour t'aider. En fait, je pense aussi qu'ils réalisent l'importance du mal-être, qu'ils réalisent la place que ce mal-être a pour moi. Et en fait, quand je leur ai tout déballé, parce qu'il y a beaucoup de choses dont ils n'étaient pas au courant, ça fait un choc aussi. Ça me prenne un peu plein la gueule, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ma mère, elle a appris que j'avais pris des médocs, elle a un peu pété un câble, et c'est normal, hein, franchement, je comprends à 100%. Elle a appelé mon père, mais elle va à l'hôpital, non, mais c'était la course mentale. Et comme j'ai dit, mon père, vu qu'il est tout le temps super investi, il a besoin, en fait, de s'investir à fond dans quelque chose. C'est vrai qu'il s'est documenté jour et nuit, il a tout donné pour que j'aille bien, ma mère aussi, hein. Mais ils ont tout donné et en fait ça rapproche directement, la relation elle se renforce parce que
tu te rends compte quand même qu'ils sont là. Ils sont là pour toi, même si t'en avais pas l'impression pendant quelque temps. Leur mentalité, elles ont complètement changé parce que tu les as mis face à la situation. Après, faut pas attendre ce moment-là. Franchement, vaut mieux pas attendre de tomber du coup aussi bas, on va dire, pour espérer que nos parents, nos adultes de confiance réagissent, parce que c'est pas le but. Après, tu rentres dans un cercle vicieux qui est long et très difficile pour l'avoir vécu. Et donc, ce qui est important, c'est d'aussi, je pense, renforcer la relation avant même que ça bascule, parce que ça évite tellement de problèmes. Enfin, je sais que j'en aurais parlé avant. Après, ce qui est fait est fait. Hein. On va pas refaire le passé. Si j'en avais parlé avant, je suis certaine que on aurait pu éviter beaucoup de choses. Ça a été libérateur pour toi d'en parler? Ouais. Ouais, mais ça a été libérateur, mais en même temps, ça a été quand même compliqué. Parce que t'as 13 ans, pendant, en soi, très longtemps, tu gardes tout pour toi. T'arrives à un point où, en fait, tu vas parler, mais tu vas complètement parler de tout, encore et encore et encore, parce que les rendez-vous psy, à chaque fois quand tu rencontres un nouveau psy, faut tout raconter. Quand tu vas à l'hôpital, parce que moi, j'en ai fait un tas des passages à l'hôpital, faut tout raconter. Je me suis retrouvée à la brigade des mineurs parce que l'hôpital dans lequel j'étais avait fait un signalement à la justice par rapport à un viol que j'avais vécu. Tu dois tout raconter, et surtout que les conditions, enfin en tout cas pour moi, pour ma part, n'étaient pas très très agréables, on va dire. Et c'est sûr que c'est dur carrément. C'est que mon père, il avait fait un document, genre un truc comme ça, où il racontait toute mon histoire pour pas que j'ai à le re-raconter à chaque fois. Genre c'est assez ouf quand même qu'il fasse ça. Et il donnait ça aux psy, aux médecins, avant même que j'arrive, comme ça ils avaient déjà tout le contexte et j'avais pas besoin de tout réexpliquer. T'as senti que les adultes à ce moment-là, ou les personnes référentes en tout cas, que ce soit si t'as porté plainte ou les psys et autres, ils étaient à l'écoute? Est-ce qu'ils ont compris comment gérer? Est-ce qu'ils étaient suffisamment formés pour ça? Plus ou moins, ça dépend. C'est propre à chacun. Je sais que le premier psychiatre que j'ai vu de ma vie, c'était à Necker. Il s'appelle Avicenne Bellis, petite dédicace. Et il est incroyable, et lui il est hyper engagé, et franchement pépite. On a fait des vidéos avec lui pour Link il y a pas longtemps, parce qu'en fait on a gardé contact sur toutes ces années, et parce qu'il est hyper investi. C'est vraiment une personne qui a envie d'être là. Et il y a aussi moi ma psychiatre que j'ai eue sur le long terme, parce que lui c'était un psychiatre du coup d'hôpital, donc je l'ai pas vu, je l'ai vu une fois quoi. Ma psychiatre de ville, elle aussi incroyable, hyper investie, hyper à l'écoute. Faut savoir que pendant 1 an et demi, j'avais 2 rendez-vous psychologues, 1 rendez-vous psychiatre par semaine. C'est que j'étais suivie en permanence, surveillée en permanence. Et ils étaient super engagés. Ma psychologue et ma psychiatre hyper engagées, elles le sont toujours. Enfin, je vois plus de psychologue, mais en tout cas ma psychiatre, docteur Clermont, avec qui on a cofondé Link. Du coup, elle est dans le projet en plus, donc franchement c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où les adultes, les professionnels, ça fait peur. Hein. Franchement, c'est pas toujours la folie. Enfin, je sais quand j'étais à la brigade des mineurs, c'était difficile. Hein. La première fois, j'étais allée pour faire une évaluation psychologique pour savoir, tu sais, si ça avait eu un impact négatif sur moi. Bon, j'avais fait une tentative la veille, mais non, t'inquiète, ça va. Mais j'étais au bout de ma vie dans la pièce. J'étais avec une femme. Franchement, j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que je n'arrivais pas à parler parce que du coup, j'étais pas très mal. Et frère, elle forçait, elle était là, mais c'est pas pro. Allez, faut parler, faut dire les choses. Ton dossier, il avancera jamais. Mais genre vraiment en mode acharné. Et c'est super difficile. T'as 13 ans, tu te retrouves là-dedans. Mais heureusement que j'avais mes parents avec moi. Les gens qui n'ont pas leurs parents pour les soutenir dans ces situations, qui n'ont pas de psychiatre, de psychologue, qui n'ont pas tout ce soutien autour d'eux, mais ils craquent. Franchement, la justice, je pourrais en parler, mais ça me rend folle, honnêtement. C'est pas la justice, c'est de l'injustice. Aujourd'hui, c'est l'injustice de la justice. Je vous jure que c'est un truc de ouf. Tu portes plainte, mais t'avais 13 ans au moment des faits, le mec, il était majeur. Comment tu peux classer ça sans suite? Avec toutes les preuves, avec tous les messages, avec les témoignages, avec les auditions des autres, avec les vidéos, avec les photos, avec tout, avec même d'autres victimes qui viennent témoigner. Mais dans quel monde tu classes ça sans suite? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours dit à ma communauté, parce que c'est quelque chose, même aujourd'hui que je dis, c'est qu'il faut porter plainte. Enfin, il faut.
faut s'assurer qu'on est quand même assez stable mentalement parce que c'est très difficile de porter plainte. Mais pour moi, c'est super important de porter plainte. Mais en fait, qu'est-ce que je peux leur dire quand même moi, mon dossier se fait classer sans suite, sachant toutes les preuves que j'avais? C'est super compliqué. Quand on sait, il y a 94% des viols qui sont classés sans suite. C'est énorme. Et il n'y a pas que 6% de victimes qui viennent dire la vérité. Alors évidemment, quand on n'a pas de preuves, quand c'est une parole contre une parole, je suis d'accord que c'est très compliqué. Ça, franchement, je peux pas dire le contraire et que là, l'affaire est très difficile. Mais quand t'as une parole, 2 paroles, 3 paroles, 4 paroles, 5 paroles, que t'as des preuves contre une parole, que même le mec, il admet une petite partie du truc, de l'histoire, mais comment tu peux classer ça sans suite? Franchement, ça c'est honnêtement la plus grosse injustice que j'ai aujourd'hui. Et comment ça peut prendre autant de temps? On a mis mon dossier au placard pendant 1 an et demi. On m'a jamais rien dit. Si mes parents et des petits contacts n'avaient pas poussé le truc, mais je serais toujours en train d'attendre le classement sans suite. Et surtout que les procédures sont super mal faites. Franchement, ça c'est mon coup de gueule. C'est que la justice, c'est de l'injustice. Je peux pas me la voir. Franchement, c'est horrible. Et c'est compliqué de motiver d'autres gens, d'autres victimes à déposer plainte quand on voit le résultat. Est-ce que tu as reçu des excuses? Les excuses... Que ce soit par rapport à tes agressions ou ton harcèlement scolaire, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté en disant qu'ils se rendaient pas compte, peut-être? Ah, les gens, ils sont là que par intérêt, tu sais. Ah, c'est des suceurs, hein. Désolée, mais c'est vrai. En fait, tu sais, quand il y a l'effet de groupe, quand personne n'est au courant, quand t'es la petite victime isolée, c'est facile, hein, de lancer des pics, de parler, de cracher sur toi, de t'insulter. Quand tu sors du silence et qu'ils comprennent, tu vois, même que ce soit moi dans mon établissement scolaire, le mec qui a partagé mes photos, il s'est fait virer directement. 2 jours, il était viré. Parce que, tu sais, là-bas, c'est un peu une école privée, donc ils veulent mettre ça sous le tapis, ils veulent pas qu'on en parle trop. Et du coup, les autres, quand ils ont vu ça, mais ils sont tous venus. Ouais, Miel, ouais, s'il te plaît, parle pas trop de moi et tout, parce qu'en vrai, moi, je suis concentrée sur mes notes et j'ai pas envie de me faire défoncer. Mais comment tu peux tu retournes ta veste, quoi, c'est tout. Et même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois, j'ai changé, je suis passée de la petite victime à, je veux pas dire, encore une fois, je vais pas me jeter des fleurs, je garde, ça va, je prends pas la grosse tête, mais j'ai beaucoup changé, je suis plus la petite victime que j'étais en 3e ou en 4e. Et les gens y reviennent. Il y en a plein qui m'ont renvoyé des messages. Beaucoup. Et, moi, franchement, je réponds pas puisque, c'est pas maintenant qu'il faut me prêter attention, tu vois. Si tu m'aimais bien avant, ok, mais non, t'as été un harceleur, je veux pas te parler, quoi. Et les gens sont beaucoup là par intérêt, c'est vrai. Au-delà des tentatives de suicide, t'as aussi eu des moments de mutilation, etc. Des troubles alimentaires, des choses dont t'as parlé. C'est un sujet, je trouve, qui est important aujourd'hui chez les jeunes parce que parfois on sait pas comment s'en sortir face à ce genre de troubles qui sont considérés aujourd'hui comme des maladies. Comment est-ce que tu t'es réapproprié ton corps? Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? C'est très intime en soi comme question, mais est-ce que t'as récupéré une confiance en toi? Quand tu vis des agressions ou quoi, ton corps t'appartient plus. Franchement, hein. Moi, j'étais dans l'hypersexualisation pendant longtemps. Parce qu'en fait, ton corps, tu te dis que c'est ton seul atout. Tu vois. Dans ma tête, moi, mon cerveau, enfin, ma façon d'être, ma personnalité, c'était rien. Genre, personne n'aimait ça. Du coup, tu te dis que la seule chose que t'as des formes, t'es fine, t'es dans les stéréotypes, dans les standards de beauté. Tu te dis qu'il y a que ça que les gens peuvent aimer chez toi. Donc, tu vas leur donner que ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette phase d'hypersexualisation. Et après, une phase d'hyposexualisation où en fait, j'avais plus du tout envie de ça. Genre même que ce soit avec les garçons, hein. Je parle pas nécessairement sur les réseaux sociaux de ce que les gens ont pu voir parce que la vraie vie, c'est pas les réseaux. Mais avec les garçons, je sais que pendant 1 an et demi, plus rien. Et en fait, j'ai repris confiance en moi, du coup, après mes troubles alimentaires parce que les troubles alimentaires, t'as pas confiance en toi en général. Enfin, c'est quand même très rare que t'aies une grosse confiance en soi, d'avoir une grosse confiance en soi quand t'es malade. Moi, j'étais en anorexie mentale, donc c'était pas facile. Chaque spectre du trouble alimentaire est difficile, c'est pas ça que je dis. Mais on perd complètement confiance en soi et pareil, je trouve que notre corps nous appartient plus nécessairement dans ces moments-là. Du coup, en fait, j'ai pas trop eu de période où mon corps m'appartenait. Et aujourd'hui, je vois que, c'est un petit constat que je fais quand même. Mais avec les garçons, c'est plus simple. Enfin, j'ai pas besoin, en fait, de mettre tout le temps mon corps en valeur pour attirer les garçons.
Ouais, je pense que depuis quelques mois, j'ai commencé à me réapproprier mon corps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Je peux pas dire que c'est complètement gagné, parce que ça prend du temps. Et que parfois, je me regarde encore dans le miroir, je me dis, voilà. Même si en soi, je rentre dans les critères de beauté, que tout le monde me dit que t'es magnifique, mais quand on n'a pas la mentalité de se dire qu'on est magnifique, parce qu'en soi, on est toutes et tous magnifiques. À notre façon, on est unique et incroyable. Mais quand on n'a pas changé d'esprit et de façon de penser, peu importe comment notre corps sera, on n'aura jamais confiance en soi. Donc le plus important, et c'est même ce que j'ai remarqué avec les troubles alimentaires, parce qu'aujourd'hui j'en ai plus. Alors évidemment il y a des petites phases où c'est toujours un peu compliqué la nourriture et tout, mais ça dure jamais très longtemps. En fait on se rend compte que c'est dans la tête. Enfin c'est une maladie mentale qui a des répercussions physiques, mais en soi elle est dans la tête cette maladie. Et c'est vrai que moi avant 1 an et demi, tu m'aurais dit ouais dans 6 mois t'as plus de troubles alimentaires. Je t'aurais dit, mais t'es complètement taré, mon pauvre. Genre, moi, juste boire une assiette de frites, je pouvais pleurer, tu vois. J'aurais jamais, vraiment, hein, j'étais persuadée que je n'allais pas me sortir de ce trouble. Vraiment, j'avais l'impression que j'allais tomber encore plus bas, toujours. Et en fait, non. En fait, je m'en suis sortie. Donc, c'est pour ça, je trouve aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires, vous allez vous en sortir. Pour moi, ça n'a pas trop de signification parce que quand on est dans cette maladie, on a tellement la pression qu'on va jamais s'en sortir, qu'on a beau te dire quoi que ce soit, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais tu peux t'en sortir. On peut s'en sortir. Et je le dis parce que j'ai moi-même pensé que je pourrais jamais m'en sortir. Michel Barnier a annoncé là dans son discours de rentrée que la santé mentale allait être la grande cause nationale de 2025. Qu'est-ce que t'espères qu'il va se mettre en place? Et comment toi, tu vas œuvrer dans ce sens-là? C'est un sujet qui nécessite vraiment l'attention de tout le monde parce qu'on est tous touchés par ce phénomène. Qu'on soit jeune adulte, qu'on soit parents, on est tous confrontés à ce genre de problème. Et c'est important qu'en fait on mette la lumière dessus, qu'on écoute surtout parce que c'est beau d'être entendu, mais il faut qu'on soit écouté aussi. Et je pense que, après moi je vais plus parler de santé mentale des jeunes, parce que c'est plus dans ça que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait écouter ce que la jeunesse dit, parce qu'ils ont tendance, je trouve, après je suis pas dans leur petit papier, mais à prendre des décisions basées sur ce que eux ils pensent être le mieux. Et ils doivent sortir de leur déni, mais complètement. D'après Ipsos, déjà l'âge moyen du premier smartphone pour un jeune, c'est 11 ans et 4 mois. Ok. Et d'après e-enfance, il y a 67% des 8-10 ans qui sont déjà sur un réseau social. Et on sait que les réseaux, même si je pense pas que ce soit la cause principale du mal-être chez les jeunes, c'est quand même un phénomène qui a beaucoup d'impact. Le problème, c'est qu'ils sont trop dans le déni de dire les réseaux, c'est interdit aux moins de 13 ans, donc il y a personne qui est sur les réseaux aux moins de 13 ans, sinon c'est leur faute. C'est leur problème, au pire. Et ça, faut arrêter, faut ouvrir les yeux, c'est la réalité, on retournera pas en arrière. Le truc d'interdire les réseaux aux moins de 15 ans, aux moins de 18 ans, c'est impossible. C'est pas le monde d'aujourd'hui, on avance, faut s'adapter à la nouvelle génération, et la génération alpha, c'est encore autre chose. C'est encore un autre délire, parce que eux, ils sont nés avec les réseaux sociaux, et faut s'adapter, en fait, à la génération. Faut prendre des mesures qui sont en cohérence avec notre monde, parce qu'on vit pas, franchement, j'ai l'impression qu'on vit sur 2 planètes différentes avec certains. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit l'éducation pour les jeunes, l'éducation même pour les parents, les adultes, parce que évidemment, il y en a beaucoup qui sont démunis face au mal-être de leurs jeunes. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec la fondation Link, c'est qu'on essaye justement de sensibiliser sur tous ces aspects-là. Donc que ce soit le harcèlement, que ce soit le revenge porn, on est en train de créer plein de vidéos par rapport à ça, parce que c'est des sujets en fait auxquels les adultes, on va dire, ils ne sont pas beaucoup confrontés. Par exemple, même sur les réseaux sociaux, j'en reparle, mais ils estiment qu'il y a 1 parent sur 2 qui s'estime pas assez accompagné sur l'éducation numérique, parce que c'est juste pas le monde dans lequel ils ont grandi. Alors par rapport à ça, nous, par exemple, on crée pour septembre 2025, on veut créer un programme de cours sur l'usage des réseaux sociaux, parce que pour nous, il y a quand même une responsabilité de l'école, parce que on doit apprendre à vivre avec le présent, être moderne, on va dire. Et évidemment, les parents doivent aussi accompagner, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à intégrer à l'école. Et nous, on aimerait le faire pour les 6e,
Sauf que vu que c'est interdit au moins de 13 ans, on sait pas trop comment ça va se faire. Après, on le mettra à disposition quand même avec plaisir pour toutes les écoles qui le veulent. Mais je pense qu'il faut vraiment sortir du déni. Après, ça commence à se faire. Les sujets commencent à être évoqués de plus en plus. On commence à parler de santé mentale des jeunes et de santé mentale en général, en réalité. De plus en plus à être écoutés, surtout. Et ça, c'est quelque chose de bien, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que le plus important, c'est faire de la prévention. Si on arrive à aider le jeune avant que le problème s'installe trop, c'est 90% du travail qui est fait. Parce que aujourd'hui, la demande pour les soins, elle est saturée. Que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit pour les psychologues, les pédopsychiatres. Les pédopsychiatres, il y en a pas beaucoup. Il y en a quasiment plus. On va se retrouver en fait dans un système où quand on a des difficultés intenses, et je vais parler de dépression, il y en a qui ont des troubles, je sais pas, des troubles bipolaires. Enfin, il y a toutes sortes de troubles. Mais justement, en fait, le but, je pense, c'est d'éviter que les jeunes, plus jeunes d'aujourd'hui, tombent dans ce schéma-là où ils ont besoin d'être aidés par des psychiatres, par l'hôpital, etc. Aujourd'hui, il y a 200 000 tentatives de suicide par an. Donc, en général, avec jeunes et adultes. Mais c'est énorme. C'est énorme, mais ça a un coût qui est phénoménal pour la société et que ce soit pour leur vie surtout. C'est surtout leur vie qui compte là-dedans. Mais c'est gigantesque comme chiffre et la meilleure façon, je pense, de réduire ce chiffre, c'est en faisant de la prévention et de la sensibilisation. Faut faire attention à ce qu'on poste parce qu'en tant qu'influenceur, on influence. On a quand même une grosse responsabilité sur les réseaux sociaux et c'est important de partager, alors pas nécessairement des choses par rapport à la santé mentale, mais en tout cas de faire passer des bons messages, des messages positifs sur les réseaux et pas influencer négativement les jeunes parce que, comme j'ai dit, il y a 67% des 8-10 ans qui sont déjà sur les réseaux. À 8-10 ans, on n'est pas juste influençable, on est extrêmement manipulable, extrêmement naïf, et c'est pas du tout méchant, je l'ai été aussi. Mais il faut faire très attention à ce qu'on partage sur les réseaux. Et aujourd'hui, du coup, depuis 1 an, en fait, j'ai voulu concrétiser ces petits messages positifs que je faisais passer en créant Link, du coup, parce que c'est un peu une revanche, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes. Mais c'est un peu... je veux éviter aux autres ce que j'ai vécu et ça se fait par Link, mais même par mes propres vidéos que je partage. Ça me tient énormément à cœur. J'essaye d'être la personne que j'aurais aimé voir sur les réseaux il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de l'application, de son but, de comment elle fonctionne? Alors l'application, déjà faut savoir que du coup c'est les cofondateurs, il y a moi, mon père et le docteur Claire Morin qui était du coup ma psychiatre. On est tous les 3 dedans parce que justement notre but c'était vraiment d'avoir une approche pour les jeunes et pour les adultes. Parce qu'on considère que cette relation entre jeunes et adultes de confiance, elle est essentielle. Et en fait, c'est ça qui va éviter pour beaucoup de jeunes de tomber, on va dire, dans un mal-être profond. Donc que ce soit les parents, un oncle, une tante, un adulte proche, quoi. Vraiment, ça, parce que parfois c'est les parents le problème. Mais donc on a réfléchi à un tas de fonctionnalités, un tas d'approches avec le docteur Morin aussi, pour justement créer quelque chose d'utile, parce que c'est mignon de dire j'ai créé une application, si elle sert à rien, franchement, vaut mieux pas le faire, quoi. Après, c'est mon avis. Mais donc dedans, par exemple, pour le côté jeune, parce qu'il y a 2 côtés, le côté jeune il est complètement gratuit, sans pub aussi, pour les jeunes. Dedans, il y a un calendrier émotionnel, donc on peut noter son humeur, sa fatigue, son alimentation tous les jours, et en fait, ça nous permet de garder un suivi de comment on évolue, tout simplement. On a un journal intime, donc on raconte notre vie, quoi. On peut mettre des photos, des vidéos, des audios. On raconte notre vie, nos pensées, on met tout sur, plus sur papier, du coup, c'est plus trop à la mode, mais sur téléphone. On a un kit de secours, ça c'est énormément utilisé en psychologie, psychiatrie, etc. C'est qu'est-ce que je fais quand ça va pas? Trouver des alternatives, parce que du coup, il y en a beaucoup qui ont tendance à se faire du mal, peu importe la façon, avoir des pensées suicidaires, avoir plein de choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment de leur trouver des alternatives à tout ça. Et par exemple, qu'est-ce que j'appelle quand ça va pas? Qu'est-ce que je peux faire? On crée des dossiers coup de cœur, donc avec les personnes qu'on aime, les choses qu'on aime, comme ça nous rappelle un peu de positivité dans notre journée. On a des playlists musicales qui sont déjà prêtes avec de la bonne humeur, on se rend plein de choses. Ils peuvent se mettre des compteurs de sobriété. Donc quand on a des addictions, pour beaucoup c'est la scarification, mais ça peut être tout et n'importe quoi, c'est eux qui choisissent. Ils peuvent se fixer des objectifs,
Il y a un blog avec des vidéos qui parlent justement de divers sujets, et pour les jeunes de leur côté, et pour les adultes d'un autre côté. Donc c'est des vidéos différentes. Pour les jeunes, ça va être, je sais pas, je me fais harceler, qu'est-ce que je fais? Comment arrêter de se scarifier? J'ai une phobie scolaire, comment en parler? Enfin, c'est vraiment, on essaye de toucher un peu à tous les sujets, donc plus ou moins en détail, mais on va en refaire. Là. On a des tournages de prévus bientôt, donc on est à fond sur ça. Et du coup, il y a un côté aussi pour les adultes de confiance, où en gros ils peuvent se connecter sur l'application, donc jeunes et adultes, et déjà ils ont des fonctionnalités en commun. Donc par exemple, ils peuvent mettre en place des contrats, donc chacun prend des engagements et ça responsabilise les deux côtés. Ça c'est très intéressant. Moi j'en ai fait des tas en psychologie avec ma psychiatre. Franchement j'en ai bavé des contrats, mais franchement ça aide, ça change vraiment beaucoup de choses. Ils peuvent s'organiser des petites sorties, des petites activités partagées directement sur l'application. Bon, ça simplifie. En fait, on essaye de digitaliser la relation pour qu'après, dans la vraie vie, elle soit plus simple, parce que la communication, elle est souvent très compliquée entre jeunes et adultes. Et le jeune, il peut aussi partager en fait les informations qu'il veut à l'adulte de confiance. Donc, par exemple, son calendrier émotionnel, il peut ou non, c'est lui qui décide, le partager à l'adulte. Son compteur de sobriété, il peut, comme il veut, le partager à l'adulte. C'est vraiment le jeune qui est maître de ces informations et qui décide ou non de partager à son adulte de confiance les informations qu'il veut. Et les adultes, de leur côté, ils ont aussi un forum donc où ils peuvent poser des questions, et en fait, ça va être des professionnels de santé, donc soit le docteur Claire Morin, qui est médecin psychiatre, des neuropsys, des psychologues, des nutritionnistes. On a un groupe en fait de professionnels qui vont répondre à leurs questions, et ce sera posté sur le forum anonymement, évidemment. Parce que quand une personne se pose une question, il y en a très souvent d'autres qui se la posent aussi. Donc le but, c'est vraiment de faciliter tout ça. Et on travaille encore sur de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, c'est une très belle initiative. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et à liker pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.